Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ce que j'appelle mes madeleines littéraires, c'est-à-dire ces livres que j'ai relus, ce qui est très rare pour moi, je relis rarement un livre que j'ai relu ou que je relis avec plaisir régulièrement à travers les années, depuis leur première lecture jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne pense pas que je vais vous présenter des livres qui vont vous épater ou vous étonner. Il y a beaucoup de classiques, et non des moindres pour le premier, puisque c'est Le Petit Prince. Alors, pourquoi Le Petit Prince, ça reste un livre que j'ai lu et que j'ai relu, et que je lis d'ailleurs à des enfants, aux gens, parce que c'est peut-être le livre qu'on peut lire à tout âge. En fait, alors j'enfonce des portes ouvertes encore une fois, mais enfant on va y trouver une certaine histoire, adolescent on va trouver autre chose, adulte encore autre chose, très âgé on peut encore y trouver d'autres messages, il y a de la philosophie, il y a de la tendresse, il y a du rêve, il y a de l'imaginaire, il y a de la poésie, il y a du dessin, parce que les dessins quand même de Saint-Exupéry sont devenus iconiques, ils sont magnifiques, il y a tout. Il y a tout là-dedans, c'est petit, c'est court, c'est magnifique. Si vous ne l'avez jamais lu et que vous en avez énormément entendu parler, vraiment, lisez Le Petit Prince Saint-Exupéry. J'essaie de vous sélectionner des livres par genre et du théâtre. Alors c'est vrai que j'aime bien lire du théâtre ou relire du théâtre. Cyrano de Bergerac, c'est une pièce que je lis, que je relis régulièrement. C'est un hymne à la langue française, puisque le personnage principal, Cyrano, est un poète, un écrivain, et que Edmond Rostand a pris le Cyrano qui a existé. Et à travers ce personnage bretteur, gascon, moi je suis du sud-ouest, donc ça me parle énormément, voilà, un peu de mauvaise foi, mais très beau, très plein de passion, avec un cœur énorme. On pourrait la prendre pour une pièce un petit peu cucu, où c'est une romance un peu classique, avec un bel âtre qui est amoureux d'une belle femme, et la femme, elle n'aime son âme plus que ce qu'elle est, puisqu'en fait elle aime qui lui parle, elle aime les lettres, et donc c'est Cyrano qui va faire parler le bel âtre Christian pour que Roxane tombe amoureuse. Et donc ce trio amoureux est, je trouve, traité pour une fois de façon très très originale, c'est-à-dire que Roxane aime l'apparence de Christian, mais aime l'âme de Cyrano, et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça me suffit amplement. Une nouvelle inconnue à cette adresse, vous voyez, ça c'est très court. La première fois que j'ai lu ça, ça a été une déflagration pour moi. Qu'est-ce que c'est Cressman Taylor, dans les années 30, écrit une toute petite nouvelle qui est une nouvelle épistolaire, c'est des lettres qui se répondent. Deux amis qui vivaient aux États-Unis, qui étaient marchands d'art, le juif et l'allemand. L'allemand revient chez lui et va petit à petit se laisser gagner aux idées du national-socialisme. Et on voit comment les lettres qui s'envoient vont petit à petit, lentement mais sûrement, amener à un drame, et même à une tragédie terrible, qui est donnée juste à l'extrême fin. C'est un échange, c'est une bombe. Quand vous avez lu ça, vous êtes préparé à ce qui pariait de pire dans une amitié, dans des liens très forts, parce qu'ils avaient même leur famille ensemble, ils étaient très très proches, au travers des grands événements. Et je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce que l'on vit, de débats qui déchirent les passions, je pense que c'est important de se souvenir de ce genre de choses. Les nourritures terrestres, c'est un mélange d'à peu près tout. Il y a de la poésie, il y a du romanesque. C'est un melting pot de tout un tas de travaux littéraires extraordinaires. Qu'est-ce qu'il fait, Gide? Il essaie d'enseigner à un personnage fictif, qu'il appelle Nathanaël, tout ce qui pour lui est important dans la vie, les nourritures terrestres. Tout ce que l'on peut se nourrir, ça peut être des passions, ça peut être des émotions, ça peut être des paysages, ça peut être des voyages, ça peut tout être, tout ce qui pour Gide est important. C'est vraiment un texte littéraire sublime que je redécouvre souvent au fur et à mesure. Parfois je replonge dedans et je me dis ah ouais c'est tellement bien dit, ou alors ah non c'est pas bien du tout. Voilà, je pense que c'est un texte qui peut déchaîner aussi un peu ces émotions là et être réconfortant parfois. Les Mille et une nuits, bon, encore une fois j'en pensais des portes ouvertes. On a dit énormément de choses sur Les Mille et une nuits. Pourquoi pour moi c'est quelque chose de fantastique? Parce que c'est tellement éloigné de nous. On a l'impression, je pense que la science-fiction, ça peut être plus proche de nous que Les Mille et une nuits. C'est un autre univers, c'est un autre monde, c'est une autre société, c'est une autre culture. Et du coup, je trouve que c'est toujours assez réconfortant. C'est vraiment pour moi une madeleine. J'ouvre une Mille et une nuits, j'en lis une, comme ça, et souvent ça continue. Et il y a cet arc narratif quand même ultime,
qui normalement ne devrait pas fonctionner. Ça ne devrait pas fonctionner. Scheherazade qui dit à la fin de la nuit, mais ça sera pour une suite, et le sultan qui lui permet de raconter que ça à travers mille nuits, c'est pas possible, c'est un art narratif qui fonctionne pas normalement. Et là c'est génial parce que ça fonctionne super bien. On traverse des royaumes, tout est possible dans les mille nuits, tout est possible. Tout est possible. On peut avoir un truc qui naît, un prince qui sort de je sais pas où, d'une grotte, etc. On peut avoir un marchand, dans un bazar qui va devenir un sultan, et l'inverse. Tout est possible. Et ça, c'est extraordinaire. C'est que tout soit possible. Je vous ai parlé de quelque chose qui est très loin de nous. Maintenant, je passe à de la SF. Pour moi, ça, c'est la plus grande œuvre de science-fiction de tous les temps, parce que ce n'est pas quelque chose de sérieux. C'est complètement foutraque. H2G2, le guide du voyageur galactique, c'est une rocambolesque aventure dans l'univers avec pour seul guide un guide touristique qui permet de savoir comment s'en sortir quand on est perdu dans l'espace. C'est le pitch de départ et là aussi tout est possible. Tout est tellement possible que l'histoire commence avec la destruction de la Terre. Oui, tout simplement. La Terre est rasée parce qu'elle bloque une autoroute interstellaire et le seul survivant, Arthur Dent, va traverser l'espace. Je ne vous dis pas plus, c'est extraordinaire, il y a 5 tomes, c'est sublime. Douglas Adams est un génie de l'humour anglais et de la science-fiction. Jetez-vous dessus. Alors pourquoi est-ce que Le Seigneur des Anneaux c'est incontournable pour moi? Parce que, en fait, je dirais que pour moi c'est un détournement du style épique. On dit souvent que Le Seigneur des Anneaux c'est une grande épopée, un grand style lyrique médiéval. Mais en fait, là où Tolkien est très fort, c'est qu'il nous fait traverser des espaces, dans un style qui pourrait être très épique, mais à travers l'œil de personnages qui ne sont pas du tout héroïques, que sont les hobbits. Et c'est pas la figure du chevalier qui l'intéresse, c'est justement la figure d'un petit être qui est quasiment anachronique, qui n'est pas là pour se battre, et qui pourtant, c'est lui que l'on va suivre tout à travers cette grande épopée. À chaque instant, hop, il change le regard. Et j'en veux pour preuve ce passage extraordinaire dans la Moria qui dure 2 à 3 chapitres où en fait il se passe rien. Et c'est quasiment un film d'horreur en fait. C'est vraiment angoissant et c'est très bien fait. C'est un roman assez intimiste pour moi je trouve. C'est un peu étonnant de dire ça mais je trouve que c'est assez intimiste. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des batailles, c'est vrai. Mais c'est très intimiste et je finirai avec le personnage de Sam qui pour moi est l'incarnation même du roman. C'est-à-dire que c'est un jardinier qui aime bien la nature, qui pense qu'il va partir pour voir des elfes et qui traverse le monde entier. Le Seigneur des Anneaux. Achille Talon, ben ouais, j'ai quasiment l'intégrale des Achille Talon chez moi et je les relis périodiquement. Et Achille Talon, c'est vraiment l'archétype du personnage pédant, du français embourgeoisé, vieille France, l'érudit, mais un érudit en fait moyen, qui est verbeux, qui se la pète tout le temps et qui est très susceptible et qui se met facilement en colère. Et autour de ce personnage, qui vit dans sa petite vie moyenne, vont se développer des archétypes exceptionnels. Son voisin, Hilarion le Funeste, avec qui il a toujours des affrontements. Papa Talon, qui boit une bière toutes les heures. Virgule de Guillemet, la femme que veut séduire Achille Talon, qui est donc de la haute société. C'est truculent, c'est rocambolesque. Et dans Achille Talon, on a aussi une caricature de Goscinny. On oublie souvent que Goscinny a été un personnage important du journal Pilote. Et là, c'est le personnage du rédacteur en chef qui est un petit histrion colérique et qui essaie toujours de se faire la tête d'Achille Talon. Donc rien que pour ça, relisez Achille Talon ou plongez-vous dans un Achille Talon, c'est délicieux. Et je finis avec, là pour le coup, c'est un contre-exemple. C'est un roman que je ne relirai jamais, c'est sûr. Mais qui pour moi fait date, Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Dostoïevski nous déstabilise. Ça commence comme une intrigue toute simple. Il y a le père, il y a les 3 fils, et il se trouve que le père et le fils cadet sont amoureux de la même personne. Alors amoureux, c'est un peu excessif. Disons que le père veut séduire cette femme-là et que le cadet, au contraire, est super amoureux. Donc évidemment, ils s'entendent pas, ils se disputent. Et autour d'eux, il y a le dernier frère, Alyosha, qui veut rentrer au couvent, donc il essaye de réunir sa famille pour essayer de faire en sorte que ça passe bien. Et le frère aîné, Ivan, qui lui est le grand intellectuel. Et autour de cette affaire de famille, le père va mourir. Donc il y a aussi un petit côté polar. Il y a l'intégralité de la littérature. Je le dis voilà, clairement, qui passe là-dedans. Là-dedans, il y a aussi un roman. À un moment donné, il y a des questions philosophiques, psychologiques, il y a de l'humour aussi, quelquefois. Les Frères Karamazov, si vous avez peur d'aller dans un roman aussi énorme, franchement, faites-le. Faites-le parce que vous en ressortirez pas indemne,
je pense. Voilà pour cette énorme pile de mes romans personnels, de cette Madeleine littéraire qui, bien sûr, qui peut plaire ou ne pas plaire, parce que c'est très très personnel, comme je vous l'ai dit, il y a des grands succès et d'autres. S'il y a des titres qui vous ont plu ou déplu, n'hésitez pas à le commenter et à nous partager vos avis. On se retrouve tous les jeudis soirs à 19 h pour une nouvelle vidéo des Dessous des bibliothécaires. Merci encore d'être aussi nombreux à nous suivre. Des surprises à foison. La bibliothèque ouvre de plus en plus, donc venez nous retrouver. On est là aussi pour vous conseiller, pour vous orienter. Merci et à très vite.